La géopolitique des réseaux de l'âge numérique ne sera pas le reflet des alliances militaires du XXe siècle, car les figures des attaquants et des cibles ne seront plus seulement les États et l'intelligence personnalisée des États, selon la formule clausewitzienne. En effet, les figures classiques du conflit, les États porteurs de calculs rationnels et d'espérances de gains politico-stratégiques, seront rejoints par des attaquants individuels rendant opaque l'origine et le signe politique de la frappe. Ainsi, la vieille logique du déséquilibre des forces sera renversée par le retour de la asymétrie, et par la guerre hobbésienne de tous contre tous, car l'asymétrie des forces était recherchée par les stratèges classiques et cependant elle représentait une contrainte, la concentration du tir, la concentration des forces sur les cibles et sur les adversaires en tant qu'armées de même nature, de même conduite. Et donc, en quelque sorte, symétriques par leur taille, leurs ambitions et leur mode opératoire. La cyberguerre se configure comme une rupture stratégique en raison de ses caractéristiques. Une universalité de son champ d'action et multiplicité des opportunités consenties à l'attaquant. Pour bon nombre d'analystes, le champ de bataille du futur sera le cyberespace, le cybermonde, une virtualité encore largement inconnue en matière de conflit, sauf les petits épisodes qui ont été expérimentés ces dernières années de attaques, cyberattaques. On peut se demander si le virus informatique, si les virus informatiques et les attaques informatiques remplaceront la balistique, l'atome ou les armes à feu. Question légitime, car la lutte informatique offensive, qui est offensive, sera conduite par des combats non létals, non codifiés et donc opaques, obéissant à des signes politiques à visée stratégique. Si le réseau global du cyberespace devient le lieu d'une confrontation majeure, et donc le début d'une guerre hors limite, telle qu'elle a été théorisée par les deux colonels chinois de 1999, Qiao Liang, si je prononce mal, vous me corrigerez, mais après, et Wang Yangui. Une attaque planifiée et massive sur le cyberespace peut-elle déborder en une guerre classique? C'est la question. Or, il faut se rappeler que tous les réseaux interconnectés à Internet, les fibres optiques, participent du cyberespace, qui est non seulement le champ dématérialisé d'une virtualité omniprésente dans l'organisation de la vie collective, mais aussi le terrain d'hybridation avec toutes les structures informationnelles de la société. Donc les hôpitaux, les structures des transports, les différents aspects d'organisation de l'infrastructure sociétale. En raison de l'éruption de myriades d'acteurs individuels dans les pulsations politiques de la mondialisation, les individus, épars ou par des modalités collectives, s'associent dans des occasions imprévisibles, on pourrait les appeler par similitude des coalitions de circonstances, provoquant des basculements politiques mimétiques comme ça a été le cas pour les révoltes arabes. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour définir ce nouveau champ stratégique: le flux des acteurs étatiques et individuels, l'opacité dans l'attribution de l'action et de son origine, la non-létalité de la frappe, le ciblage infrastructurel et des organisations des actes de piraterie ou d'attaque,
la liberté de l'initiative. Ainsi, nous assistons à le retour de l'offensive, tant voulue par les grands généraux de la Première Guerre mondiale. L'allongement du temps stratégique de la préparation et de l'anticipation et l'effet dévastateur qui n'est pas immédiat. Par sa virulence et par sa discrétion, cette intensification de la cyberconflictualité peut-elle se détourner, se dévoyer par une action de préemption discrète? Dans ce cas, serait affermie, dans ce cas seulement, la supériorité de la stratégie indirecte prônée par les grands généraux du XXe siècle, Lidolard ou Boffre, sur la stratégie clausewitzienne et directe. Je suis vite à la fin. La grande question, donc, sous-jacente, peut se résumer en peu de mots. La révolution induite dans la stratégie par l'informatique est-elle de même nature que la révolution induite par la stratégie de l'atome? Si l'atome a valorisé et porté à l'extrême la défensive et donc la dissuasion, donc le concept de non-guerre, et a fait naître une forme particulière de la menace et de la diplomatie. Rappelez-vous la diplomatie de la coercition de Schelling. La stratégie informatique dont on causera aujourd'hui, par son opacité et sa discrétion, laisse-t-elle un espace à la diplomatie, au verbe diplomatique, à la modération et à la politique étrangère? Voilà quelques questions qu'on pourrait se poser et que le public est légitimé, bien sûr, avec d'autres importantes questions à poser à nos spécialistes. Je cède immédiatement la parole à monsieur, je me trompe toujours dans la dénomination civile de votre qualité et titre, Olivier Kempf, à qui j'ai dit un grand merci pour l'honneur qu'il nous fait. Merci, monsieur le professeur. Vous m'entendez? Merci de m'accueillir tout d'abord ici. Je dois dès à présent vous annoncer que je dois me sauver à 2h30, j'ai un rendez-vous après, donc j'essaierai d'être discret en me sauvant. Mais je pense qu'on aura quand même le temps de discuter et d'avoir un certain nombre d'échanges avec la salle. Merci pour votre introduction, parce qu'il est rare d'avoir une compréhension aussi claire et juste des enjeux du cyberespace, souvent des enjeux stratégiques du cyberespace. Souvent les gens ne sont pas aussi affûtés, et donc connaissant un peu la matière, je dois dire que votre introduction est parfaite. Je retiens 3 mots-clés, celui d'inattribution ou d'opacité. On n'attribue pas dans le cyberespace, et ça fait partie d'une part de cette révolution stratégique. La notion actuelle de non-létalité, et je vais y revenir tout de suite, et enfin la notion d'offensive, puisque le cyberespace change d'une certaine façon la donne stratégique par rapport au régime que nous connaissions depuis, disons les mots simples, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où nous étions plutôt dans un régime défensif. Non-létalité, je reviens tout de suite sur ce mot-là, parce que le titre anglais de la conférence est distinct du titre français. Nous autres spécialistes de cyberstratégie, on n'aime pas la notion de cyberguerre, qui sous-entend qu'il y a une guerre dans le cyberespace à cause de la non-létalité, puisqu'il n'y a aujourd'hui pas de mort directe à cause du cyber. Nous restons prudents sur cette notion de cyberguerre. On préfère parler de cyberconflictualité. Cyberconflictualité qui, vous allez le voir, s'articule à travers l'analyse de cas stratégiques, et c'est un peu l'objet de mon propos aujourd'hui. J'ai une vingtaine de minutes, donc je vais essayer de faire court. Et pour faire court, je vais essayer de vous montrer d'une part une méthode d'analyse stratégique des différents cas qui peuvent agiter les informations, et puis appliquer cette méthode justement au cas particulier de DP 5 Monde pour montrer en quoi et quelles sont les caractéristiques de cette agression. Alors tout d'abord, en régime de conflictualité, de cyberconflictualité, on peut voir trois types principaux. Un type qui est
directement militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cyber dans la guerre, c'est-à-dire que les militaires, dans leurs opérations, utilisent désormais le cyber, ne serait-ce que pour communiquer à l'intérieur de leur chaîne de commandement, mais aussi pour protéger ces réseaux et éventuellement pour avoir des opérations offensives dans le cadre des opérations. Donc un régime militaire de ce que j'appelle le cyber dans la guerre, qui est distinct de la cyberguerre. Et puis deux autres régimes, un qu'on qualifiera globalement de géopolitique, de la cyberconflictualité classique, entre États, mais pas seulement entre États, et puis une cyberconflictualité d'ordre plutôt économique qui renvoie à une autre catégorie, celle de la guerre économique. On pourrait élaborer là-dessus, on y reviendra peut-être. Ces trois régimes de conflictualité mènent à concevoir donc, cette analyse cyberstratégique selon ce que j'appelle une sorte de Rubik's Cube stratégique. Vous connaissez le Rubik's Cube, cette espèce de petit jeu avec tout un tas de faces. Et en général, il est à trois dimensions. Et là, vous allez voir que vous avez une succession d'angles d'analyse qui sont eux-mêmes à trois dimensions. Donc, le premier angle est celui de cette conflictualité, militaire, géopolitique ou économique. Le deuxième est celui des couches, puisque nous décrivons le cyberespace suivant un modèle en trois couches. Une couche physique qui est l'ensemble des appareils qui permettent au cyberespace de fonctionner, les ordinateurs, les câbles, les antennes, les clés USB, vos smartphones, vos cartes de crédit. Toute cette partie physique qui est absolument importante, même si on ne la voit pas, et qui fait que, contrairement à ce que de mauvais journalistes racontent, le cyberespace n'est pas un espace virtuel. C'est d'abord un espace réel avec une couche physique qu'il ne faut pas oublier. Cela étant, ce cyberespace, c'est de l'informatique en réseau, et cette informatique en réseau suppose une couche logique ou logicielle, celle du code, celle du protocole, celle du codage. Et puis il y a une troisième couche, qu'on appelle, nous les spécialistes, la couche sémantique, qui est celle de l'information. Parce que l'informatique en réseau, c'est pas simplement de la donnée qui circule, la donnée elle a du sens, il faut s'intéresser au sens de l'information qui circule sur les réseaux, et vous allez voir, notamment dans le cas de TV5 Monde, que c'est tout à fait important, parce que le principal effet de TV5 Monde, c'est d'abord dans la couche sémantique, plus que dans la couche logique.